Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. L'appel au cessez-le-feu mondial lancé par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour affronter ensemble la pandémie de Covid-19, a été entendu par le séparatiste anglophone du Cameroun. Pour Abel Elimbi Lobé, si les séparatistes anglophones peuvent se saisir de cette occasion pour revenir à la raison, ça ne peut être qu'une bonne chose en soi. Écoutons maintenant le décryptage de la situation par Elimbi Lobé. Écoutons. Monsieur Abel Elimbi Lobé, je le disais à l'entame de l'émission, le secrétaire général, on le sait tous, on s'en souvient, le 23 mars dernier, Antonio Guterres a lancé un appel justement qui demandait aux belligérants en zone de conflit, les belligérants dans les zones de conflit, des zones de conflit dans le monde entier, d'observer une trêve afin que tous se consacrent plutôt à la lutte contre cette pandémie du coronavirus. Alors le Cameroun n'en est pas épargné et dans la foulée de cet appel, le docteur Ebenezer Akwanga, qui on le sait est le leader de la Southern Cameroon Defense Forces, qui est donc l'une des factions du mouvement séparatiste dans les régions anglophones, lui a répondu favorablement à cet appel. Certains groupes séparatistes lui ont emboîté le pas, d'autres refusent systématiquement d'observer cette trêve-là. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre ce refus selon vous dans ce contexte de la lutte contre le coronavirus, monsieur Elimbi Lobé? Écoutez, la lutte contre le coronavirus peut être un bon prétexte pour les fauteurs de troubles un peu partout dans le monde pour se ressaisir, notamment si ils se rendent compte que leur voie est profondément sans issue et qu'ils peuvent se saisir de cette occasion pour envisager une sortie. C'est une bonne chose en soi. S'ils peuvent écouter la voix du secrétaire général des Nations Unies et observer une trêve et peut-être définitivement laisser les armes pour revenir sur un champ raisonnable, ce serait une bonne chose. Maintenant, qu'il y ait des irréductibles qui ne se saisissent pas de cette occasion, il n'y a rien d'étonnant à ça. Je pense que si quelques-uns dans les troupes par exemple ceux que nous voyons à l'écran, advenaient à être contaminés, ils prendraient bien la mesure de l'importance de se consacrer à la lutte contre cette pandémie mondiale qui ne connaît pas les problèmes politiques que les gens peuvent avoir à se poser ici ou là. Et si ces gens-ci que je vois là attrapaient le coronavirus, ils auraient bien besoin de se soigner, faute de quoi leurs troupes seraient décimées par la maladie. Absolument. Et pour se soigner, ils ne vont pas se soigner dans les hôpitaux d'un état virtuel. Ils iront se soigner dans les hôpitaux des états normalement constitués. Et pour leur cas, ce seraient les hôpitaux camerounais. Et peut-être qu'à ce moment, ils se rendront bien compte du préjudice qu'ils se sont fait d'abord à eux-mêmes en détruisant pendant de nombreuses années ces équipements de santé dont ils peuvent avoir besoin maintenant. Donc, je pense que un couloir leur est offert. Il serait sage pour eux de prendre ce couloir et revenir à la suite du docteur Akangwa et des autres, rentrer dans le processus de paix, parce que ce qu'ils font là n'impressionne personne et ça n'aboutira à rien. Et dans de nombreux cas, très nombreux cas dans le monde, ça n'a abouti à rien. En Tchétchénie, de nombreuses années de guerre, un pays dévasté, tout ça pour que des gens se ressaisissent enfin et voient que
le séparatisme tchétchène n'était pas une option sage. Et la Tchétchénie a retrouvé la voie de la paix aujourd'hui dans le cadre de la Fédération de Russie. On peut citer de nombreux exemples comme ça. La Corse en France, qui n'est pas allée très loin, mais on peut citer le cas du Pays basque espagnol oui. qui a quitté la voie de la violence avec la fin en quelque sorte de l'ETA, qui était la branche armée des séparatistes espagnols. Et on constate que le séparatisme espagnol s'est reconverti en une option politique pacifique le séparatisme n'a pas disparu parce que vous voyez bien qu'il y a des partis politiques dans le Pays basque espagnol qui revendiquent la sécession et qui la revendiquent maintenant démocratiquement, oui. C'est-à-dire en cherchant à savoir que sont les Basques qui sont pour la séparation. Alors, Monsieur Limbi, justement, pour revenir au Cameroun, la question que j'aimerais poser, c'est qu'en est-il de la raison avancée par ceux qui refusent justement de suivre ce cessez-le-feu? Ils disent notamment qu'ils n'observeront aucune trêve tant que le gouvernement qui leur a déclaré la guerre n'observe pas cette trêve-là, ou alors ne va pas cesser le feu. Le gouvernement, le secrétaire général des Nations Unies n'a pas demandé à un gouvernement à travers le monde de cesser de protéger l'intégrité de son territoire. Le secrétaire général des Nations Unies n'a demandé à aucune armée régulière dans le monde de cesser de faire son travail qui est la protection du territoire. Vous voyez que dans un grand pays comme la France, au moment où la guerre contre le coronavirus bat son plein, oui. Les outils de la défense française n'ont pas été rangés au couloir. Le porte-avions Charles de Gaulle, qui est un outil de la défense française, était déployé. N'eût été le coronavirus qui a affecté un certain nombre de marins, le porte-avions Charles de Gaulle serait en mission, c'est-à-dire que l'activité de la défense, de la dissuasion militaire française n'est pas arrêtée parce que le coronavirus est arrivé. Donc le Charles de Gaulle a eu son malheur d'avoir des marins, et un grand nombre d'ailleurs, on s'en rend compte que le mal était assez profond parce qu'on a un bon millier aujourd'hui de marins qui sont, je pense, déclarés positifs, ce qui a obligé cette arme-là de rebrousser chemin pour non pas arrêter sa mission de travail pour la défense de l'intégrité du territoire français, de la souveraineté de la France, mais pour aller se soigner. C'est-à-dire que les marins vont aller se soigner et le bâtiment va être nettoyé et le bâtiment repartira accomplir ses missions. Donc, c'est une illusion de plus que des gens peuvent avoir à demander à l'État du Cameroun de cesser sur le prétexte qu'il y a le coronavirus d'assurer les missions de défense de l'intégrité du territoire. Ce qui pourrait signifier que quand l'État n'est plus en train d'assurer la défense de son territoire, n'importe quelle bande de personnes insensées pourrait profiter de cette occasion de relâchement de la vigilance de l'armée pour faire apporter atteinte à l'intégrité du territoire. Donc, la défense nationale, elle a été conçue pour être mise en œuvre à tout moment. Même en temps de paix, la défense nationale veille à l'intégrité du territoire, à la sécurité des personnes et des biens. C'est d'ailleurs l'un des aspects de l'adage qui dit que pour avoir la paix, il faut être capable de faire la guerre. C'est parce que vous êtes capable, vos ennemis, s'ils existent, voient que vous avez la capacité de leur opposer une résistance forte, sinon une action de destruction, qu'ils vous prendront au sérieux et vous laisseront en paix. Donc le Cameroun ne peut pas se désarmer, il n'a pas à démobiliser
ses forces de défense, il va les protéger davantage parce qu'ils doivent rester sur le front. Il protège autant faire se peut le reste de la population, mais l'outil de défense nationale ne peut pas entrer en veille. Elle va rester en situation en situation active. L'outil de défense doit rester en situation active parce que le coronavirus n'élimine pas les risques et les aventures insensées de toutes sortes. D'accord, merci beaucoup à vous pour ce premier jet d'analyse, M. Abel Limilobé. Alors, M. Jacques-Edmond Elumal, avant de parler, avant d'évoquer avec vous le cas de ceux-là même qui ont refusé de suivre cet appel d'Antonio Guterres, parlons un peu de cette faction du docteur Ebenezer Akwanga qui justement, ils ont répondu favorablement à cet appel du secrétaire général de l'ONU. Seulement, la raison invoquée, c'est-à-dire la raison pour eux qui justifie l'observation de ce cessez-le-feu, ils disent que c'est uniquement pour permettre aux humanitaires de circuler en zone anglophone pour prévenir naturellement la lutte contre l'épidémie ou la pandémie de Covid-19. Alors, est-ce que pour vous, ces personnes, les autres factions qui elles restent sur leur position, refusent d'observer cette trêve-là, est-ce qu'elles ne pourraient peut-être pas prendre cette raison également, puisque c'est une raison assez valable, parce que l'objectif c'est de lutter efficacement contre le coronavirus qui malheureusement d'une certaine façon s'étend au Cameroun? Merci Vanessa pour cette magnifique question. Mais en réalité, moi je voudrais dire que il faudrait faire attention aux convois entre guillemets, je mettrai cela entre guillemets, des guillemets, aux convois humanitaires qui vont dans des pays soi-disant pour des raisons justement humanistes ou humanitaristes, je sais pas. En réalité, peu importe la raison qui est invoquée, oui, il faut repartir à la source. Je suis d'autant plus heureux qu'en face de nous aujourd'hui, on est l'une des personnes qui d'ailleurs se réclame comme étant le père de la prise des armes dans cette partie-là du Cameroun. Oui. Il nous a rappelé qu'en date du 4 avril 2017, Monsieur Foncha Ebenezer Akwanga qui est en face là, non c'est pas Ebenezer, Monsieur Foncha qui est en face de nous, est celui-là même qui a créé ce qu'on appelle le SOCADEF, donc le premier groupe armé officiel de cet état fantoche de l'Ambazonie. Je suis heureux. No, I would like to give this reply in English because I also love for my English counterparts to be able to reply to everything I'm going to be saying here. No matter the reason which is given for the ceasefire to take place, maybe from Mr. Foncha and his group SOCADEF, that's not the most important. The most important is that those who were the fathers or the founding fathers of these armed groups today have to take conscience of the fact of all the havoc and all the harm they have caused to populations and even to themselves. Today, those regions are totally destabilized because some people found it good to take weapons instead of claiming all their stands through peaceful manifestations and also through maybe political claims. They rather prefer to go and take weapons and then guns in order to fight the government. Now, my elderly here has just spoken and given some demonstrations of the fact that all these methods have been proven to be failures in all over the world. And today is very important to notice. What I can do is to hail and to appreciate the stand and this step up that has been taken forward by these leaders that are in front of us, but they must not be exempted of their responsibility of what is happening over there. People that will live forever today without certain members of their bodies, those people that have been maimed. Some people that will live without certain kindred, certain members of their families that will live in those regions henceforth. So what we need to take into consideration is the fact that today, if Mr. Nick Santos, Mr. Foncha are coming, claiming that they are coming for a ceasefire in order to bring back peace to Cameroon, what must be clear is that their motivations should be sincere and candid, and they should be genuine, and they should go
to the end of what they are starting today. Just as they have taken up weapons, you can Monsieur, start est-ce a qu'on a war. des raisons de douter? Est-ce qu'en ce moment, en ce moment de lutte contre cette pandémie, on a des raisons de lutter de leur motivation, justement? Bien entendu. À partir du moment où des personnes censées, on parle de docteur tel, des intellectuels, des gens qui sont censés conduire le peuple, conduire d'autres populations. On parle là-bas de gullible guys, c'est-à-dire que des jeunes naïfs qui ne sont pas allés à l'école, qui ne sont pas toujours éduqués, et que certaines personnes à l'étranger ont conduit et ont mal dirigé au travers des conseils en les poussant à prendre des armes. Aujourd'hui, nous avons des raisons de douter de la sincérité de cette action. La seule chose qui va nous permettre de ne pas douter de cette sincérité, c'est simplement qu'ils aillent jusqu'au bout de ce qu'ils ont commencé. Et ils vont devoir démontrer. En anglais, il y a un adage qui dit que « What you're doing speaks so loudly that I can hear what you're saying ». Donc, il ne suffit pas simplement pour eux de le dire de bouche, de déclarer qu'ils vont à ramener la paix au Cameroun. Il faut que dans leurs actions, il faut que dans les actes, ils le traduisent, ils le matérialisent. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et il faut qu'en tant que des gens qui ont été auteurs, qui ont été à l'origine de la prise des armes dans le Nozo, qu'ils soient conscients de leur responsabilité sur tout ce qui est arrivé là-bas aujourd'hui. Je pense que rien que cette conscience de cette responsabilité-là va pousser les uns et les autres à aller au bout de cette action qui commence certainement par cette trêve, mais que nous voulons aller voir jusqu'au niveau du dépôt définitif des armes, comme mon aîné Abel Elibi Lobel a rappelé tantôt. Alors avant d'aller du côté de Skype retrouver Dr Nick Santos, revenons avec vous très rapidement sur ceux-là qui refusent catégoriquement d'observer la trêve. Okay, the summary of those, the way I can qualify those who are refusing or denying or refusing to drop their weapons or to observe a ceasefire is simply wickedness. C'est de la méchanceté pure et simple. C'est-à-dire que pour ces personnes-là qui refusent aujourd'hui, mon aîné l'a rappelé ici sur le plateau, c'est-à-dire que il suffit que quelques-uns de ces soldats, de ces bandes armées, que quelques personnes parmi elles tombent malades et se rendent compte qu'on ne peut pas construire un État sur Facebook, on ne peut pas construire un État virtuel, et qu'ils se rendent compte que les hôpitaux, comme l'hôpital de Kumba, qu'ils ont brûlé, où ils ont détruit plusieurs équipements médicaux, oui. Qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de ces hôpitaux-là pour se soigner. Alors à ce moment-là, avec la contamination qui va très rapidement de ce virus, ils vont revenir à de meilleurs sentiments. Donc je peux résumer simplement l'attitude de ceux-là comme de la méchanceté. Mais on comprend très bien, à partir du moment où vous êtes des entrepreneurs de guerre, des personnes qui se sont dit que pour pouvoir gagner, il faut que je puisse investir dans la guerre. Vous avez tout mis. Il y en a qui ont mis tout ce qu'ils ont comme économie. Ils ont mis toute leur vie pour que cette guerre-là soit un succès, afin qu'ils puissent obtenir l'indépendance. Et it is time for me to remind us of the fact that if you say you're striving for the improvement of life conditions of the populations, if you are sure to obtain or to have the gain of those life conditions or the improvement of those life conditions, I don't know, I don't understand why or how come you take arms or weapons in order to fight to obtain the same thing you can obtain through dialogue or through political discussions. Donc lorsque vous arrivez à un point où vous pouvez obtenir, ou vous dites lutter pour l'amélioration des conditions de vie des populations, comment est-ce que vous pouvez expliquer le fait que vous alliez chercher prendre des armes dans le but d'obtenir la même chose, alors que vous pouvez obtenir cela au travers d'un combat politique? D'accord, merci beaucoup à vous, monsieur Jacques Edmond Eyom, pour cette analyse. Alors on va avec le concours bien sûr de la réalisation retrouver nos analystes à travers la liaison Skype. Dr Nick Santos, alors vous, je le disais à l'entame de l'émission, vous êtes ancien porte-parole des Amazoniens et fondateur de Peace Task Force Initiative for Cameroon Conflict. Alors on sait que d'une certaine façon le cessez-le-feu unilatéral donc qui a été annoncé a fait réagir plusieurs, plus d'un j'allais dire, dans les régions anglophones. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre position là-dessus? Et que pensez-vous précisément de celles des factions justement séparatistes qui ont décidé de ne pas répondre favorablement, en tout cas à l'appel lancé le 23 mars dernier par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres? Okay, thank you very much. I have listened to the other speakers, and I must tell you frankly and sincerely that the virus, the COVID virus, does not discriminate.
and does not know the rich and the poor, does not know the wealthy, and does not differentiate between a child and an old, a female or a male. It takes everybody, and once you inhale it, you are gone. And coming back to the present war condition that's happening in the English-speaking region of Cameroon, I want to say that it's a very sad thing for some people who are heartless to say that there should not be a ceasefire even to observe this pandemic, because I think us living abroad in the diaspora, we are all on lockdown. We have been on lockdown for the past 1 month or close to 1 month, and we haven't been going out. Even when we go out, we wear masks and we wear hand gloves. So I think it's the same situation that has to take place between the forces, both the forces of the government and the forces of the separatists. All of them have to observe that this pandemic is deadly and follow the instructions of the World Health Organization, especially the Center for Disease Control. For me, any human being who says that there should not be some sort of measures to be followed, what directions have been given by the World Health Organization, is indeed stupid, because this virus does not know whether you are fighting a war or not. And I think for the leaders amongst the other separatist groups, because I will tell you that the separatist groups has factions and have different leaders with different ideologies. For example, when I was the spokesperson for this, or before joining to become spokesperson for this separatist movements, I believed in peace. I believed in the peace plans and achieving the objectives through dialogue, negotiations, and using the peace plans for manifestation. I've never served in any armed faction of this separatist movement. I've never been in charge of the military. I've been in charge of health, and I've been in charge of peace, I've been in charge of humanitarian advice, and also communicating the message of government. But when the abduction of Seseko Julius Ayoktabi, when he was abducted, and Sako Ekome Samuel came up, and there was a vacuum, they thought of bringing me on board to help. And I helped, honestly, from the humanitarian part and from the peaceful end. And that is why I decry all the use of arms on both fronts. The use of arms by the government on the people, and the use of arms by the people on the government. I decry all of that. It's never been something I stand for. And that is why, at a certain juncture, when there was embezzlement of money that was meant to buy arms by some people, and definitely, as I got that message that it was for arms, I said, no, I'm going to resign. I resigned from that government. And now, I am coming up with a foundation with other friends to see how we can restore peace and tranquility or normalcy in homeland. And it's the Peace Task Force Initiative. But one thing should not be misunderstood by the formation of the Peace Task Force Initiative. The Peace Task Force Initiative does not call only on the separatists to drop arms. It also calls on the government also to drop arms. The Peace Task Force Initiative is a facilitator on the international scene, which is going to be working with the United Nations and the good offices of the Secretary of African Affairs in the United States, and we're working with the U.S. State Department and other governments of the world to try to see how we can have a continuation of the Grand National Dialogue, an extension of the Grand National Dialogue, in the sense that we are trying to come up with an international peace conference in Canada, whereby all the leaders of the movement, of the separatist movement, and the leaders of the government, including the Cameroon government, can sit on the table, look at each other in the eyes, and try to arrive at a peace, provided, at a peace project, provided the COVID virus will spare all of us. Because the greatest trouble we have now is the COVID virus. It's not even the conflict that is ongoing. So let us be praying to God to save us first, to navigate peacefully this era of the COVID virus before we return to our problem of our whole land. But believe me, I've been talking, I and Machar Sofoncha and other leaders, frontline leaders, have been talking about peace. Peace is what we need at this time. We condemn all what has happened, the misunderstanding that has happened. I mean, two brothers have fought, and we are one family, and we have to know that there is nothing that is greater than peace. Peace is the watchword
Peace, peace, peace is what we seek at this time, and we are honest about that. I want to work hand in hand with all partners of peace, all ambassadors of peace. Everyone that is working for peace is an ambassador of peace. That is the language I bring to all the people at this time. Thank you. Docteur Nick Santos, merci pour cette analyse. Alors, Monsieur Patrick Asanga, tout à l'heure on vous a écouté. Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est celle de savoir justement ce que vous pensez des conditions qui ont été posées par certaines des factions, justement avant de déposer les armes. On sait que la faction du docteur Ebenezer Akwanga a répondu favorablement à l'appel lancé par le secrétaire général de l'ONU. Par contre, la faction du docteur Sako, justement, s'est également prononcé là-dessus. C'est donc dit prêt à négocier le cessez-le-feu, mais uniquement sous médiation internationale, et s'est refusé à déposer les armes de façon unilatérale, comme l'a demandé Antonio Guterres. D'autre part, les forces ADF, elles, ont posé comme condition justement au préalable le retrait de l'armée camerounaise des zones anglophones, dont les séparatistes, bien sûr, réclament l'indépendance. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces conditions qui ont été posées par ces factions-là avant justement de pouvoir observer le cessez-le-feu, Monsieur Asanga? Merci beaucoup, Madame. Merci beaucoup de me poser cette question très importante. Et moi, je suis critique envers le gouvernement jacobin de M. Biya, et je suis aussi critique envers mes frères ambazoniens qui ont pris les armes pour déstabiliser le One Cameroun de John Goufoncha, le One Cameroun de Dek Toumaza, le One Cameroun de Félix Roland Noumier et les pères fondateurs du Cameroun qui ont œuvré, qui ont battu pour que on a ce petit espace qu'on a aujourd'hui, qu'on appelle Cameroun. Pour répondre à votre question, il faut d'abord savoir qui est Ekome Sako. Monsieur Ekome Sako, c'est un pasteur qui s'est retrouvé à la tête d'un mouvement qui a été torpillé. En vrai, il n'a pas de force sur le terrain. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Mais il essaye d'acheter les gens pour combattre pour lui. Les gens comme les forces que les gens comme les Sofrontia a constituées. Il est ici, il en est témoin. Il a essayé d'acheter les gens comme les Firmacha. Il a aussi essayé d'intoxiquer et de radicaliser certains enfants. Ça n'a pas marché. Où ils sont aujourd'hui? Ils sont en train de se battre contre eux. Parlons maintenant de Ebenezer Akwanga. Ebenezer Akwanga, c'est quelqu'un que j'ai toujours parlé avec lui. Dans l'une de ses sorties, il a cité la conversation que j'ai eue avec lui, avec l'honorable Bandam, paix à son âme, un pilier de la démocratie, quelqu'un qui a toujours œuvré pour la paix. Ça, c'est Ebenezer Akwanga. J'ai salué son initiative dans mon dernière sortie ici sur Afrique Média. Parlons maintenant de cette fameuse personne, cette monstre qu'on appelle Cho Ayaba. Il est désavoué aujourd'hui parce que lui pense qu'il a la clé et qu'il est le seul et unique personne que les anglophones ou bien le gouvernement et que la communauté internationale doit parler avec. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons les audios, nous avons les témoignages qui fait froid au dos de ces activités à Gouzan. On connaît ce qui s'est passé à Gouzan. On a ces activités de Kourgoué tout récemment. On connaît ce qui s'est passé. Et nous connaissons ce que Florence Ayafo a subi. Ça, tout ça se passait entre les maisons et dans la main et sur le commanditaire de M. Cho Ayaba. Ce qui veut dire que c'est une personne, il ne peut pas défaillir le monde entier. Et je me réjouis du fait que Nick Santos est ici avec moi, l'autre Foncha est ici avec moi, et nous allons travailler avec les instances internationales pour les isoler, et il va répondre à ces actes. Il y a des gens qui ont demandé qu'on fasse ce qu'on appelle class action, c'est-à-dire une action ensemble pour le traduire en justice. Ce n'est pas moi, Padi Asanga, qui est venu avec cette initiative, va suivre d'autres factions des Ambazoniens. Donc, je dis bien que toute personne qui ne veut pas aller à la paix va se retrouver là où il doit se retrouver
Et nous pensons que c'est le droit international et national qui doit prôner, mais pas ceux qui pensent qu'ils ont le monopole de la violence physique ou verbale. Il a demandé dernièrement qu'on kidnappe les chefs et couper les têtes et mettre sur je sais pas, sur le morceau de bois et marcher avec. Ça, c'est pour le personnage sombre qu'on appelle Cho Ayaba. Je suis venu ici pour dire la vérité et sauver le One Cameroun que nos pères fondateurs nous ont légué. Merci madame, merci à tous les panélistes. Cher monsieur Patrick Assanga, merci. Alors, monsieur Abel Elimi Lobé, j'aimerais justement que vous puissiez réagir également à cette analyse qu'a fait tout à l'heure monsieur Fontia. Mais avant, j'aimerais revenir sur ce bémol qu'a souligné tout à l'heure monsieur Eyoum sur les raisons, justement, ou la raison, pour être plus exact, la raison évoquée par la faction du docteur Ebenze Akwanga lorsqu'elle acceptait justement d'observer cette trêve pour faire face à la pandémie du coronavirus. Alors, la raison, c'est permettre aux humanitaires de circuler en zone anglophone pour prévenir justement et lutter contre la pandémie de coronavirus. Et tout à l'heure, M. Youma dit qu'il faut faire attention justement à ces aides, on va le dire comme ça, à ces convois humanitaires justement qui circulent en temps de conflit. Et là, on est en temps de conflit sanitaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Premièrement, la pandémie du coronavirus n'a pas besoin d'humanitaire. Vous avez vu les humanitaires aux États-Unis, en France. En France, vous les avez vus en Afrique du Sud, vous les avez vus en Allemagne, vous les avez vus en Espagne, en Italie. Qu'est-ce que les humanitaires viennent faire là-dedans? Et donc le docteur Ebenze Akwanga n'a pas raison d'évoquer cette raison? Je pense qu'il se trompe de situation. D'accord. La pandémie a à être gérée sur le plan international exactement par les mêmes approches. On a un virus nouveau que la médecine ne connaissait pas, qu'on est en train de connaître et face auquel on n'a pas de vaccin et on n'a pas encore un traitement homologué, admis par tout le monde à travers le monde entier. Tout à fait. Nous espérons que la bithérapie chloroquine associée à l'azithromycine, ce protocole-là va enfin emporter l'adhésion du monde entier pour que dans tous les pays, tous les médecins puissent l'utiliser en toute sécurité. Parce qu'aujourd'hui, quand un médecin l'utilise quelque part, il peut avoir à craindre un peu que demain ou après-demain, on dise qu'il a utilisé un traitement qui n'avait pas été homologué. En tout état de cause, pour le cas du Cameroun, ce traitement a été accepté dans la mesure où dans beaucoup d'établissements, quand on peut, aujourd'hui, on administre l'hydroxychloroquine et les résultats sont satisfaisants. Nous n'avons pas encore au Cameroun, pour ceux qui ont été traités avec ce protocole-là, nous n'avons pas enregistré de perte. Ceci veut dire que vous n'avez pas besoin d'entreprises humanitaires pour que les gens lavent les mains. On nous dit d'empêcher la circulation du virus. Le combat contre le Covid-19 est clairement bien connu. On sait comment il faut combattre. Il faut empêcher la circulation du virus pour que ceux qui sont déjà contaminés ne contaminent pas davantage. Et ceux qui sont contaminés, on sait que certains d'entre eux ne font pas la maladie. On n'a pas besoin d'humanitaire. Ceux qui sont contaminés, certains d'entre eux font des maladies sous une forme relativement bénigne. On n'a pas besoin d'humanitaire. Ceux qui font des formes graves, qui risquent d'entraîner la mort, ils ont besoin d'aller dans les hôpitaux. Et en l'état actuel des capacités hospitalières camerounaises, eh bien,
on peut les prendre en charge dans les formations sanitaires que les Amazoniens ont détruites et que le gouvernement s'est organisé à l'issue du grand dialogue national de reconstruire. On n'a pas besoin d'humanitaire. Nous avons besoin que les maçons camerounais, les entreprises camerounaises qui avaient construit ces hôpitaux-là puissent circuler en toute sécurité pour aller reconstruire. Le gouvernement a mis de l'argent, aidé en cela par un fonds qui a été mis en place par le gouvernement pour renforcer les capacités financières du gouvernement. Les gens ont donné de l'argent, aussi bien les Camerounais de l'intérieur que de l'extérieur. J'espère que les trois amis que nous sommes en train de voir ont donné leur contribution. S'ils ne l'ont pas fait, et il est encore temps de le faire pour nous montrer d'ailleurs toute leur bonne foi. Il s'agit de reconstruire les hôpitaux que je pense qu'ils voient très bien qu'ils n'auraient jamais dû détruire au nom d'une cause politique qu'ils sont capables de faire entendre comme ils sont en train de la faire entendre là, et que dans le cadre du grand dialogue national qui s'est tenu, on les a invités dans le cadre d'une politique mise en place par le gouvernement qui est le DDR, c'est-à-dire désarmement, démobilisation et réinsertion. Oui. Donc je pense qu'ils n'ont pas besoin de rester aux États-Unis, ils ont bien besoin de venir au Cameroun, se réinsérer dans le tissu politique parce que eux ils sont des politiques, former des mouvements politiques qui vont se battre sur le terrain démocratique pour prendre le pouvoir au Cameroun. Parce que moi je suis de ceux qui pensent que le Cameroun a été construit de toutes pièces par les Nations Unies en 1960 et 61, jusqu'à entre 60 et 61. Le Cameroun aurait pu ne pas exister si l'ONU avait voulu que le Cameroun n'existe pas. Le Cameroun aurait pu dire que la partie qui était colonisée par la Grande-Bretagne devient un pays à part. Et que la partie qui était colonisée par la France devienne aussi un autre pays. On ne se serait même pas appelé Cameroun. Peut-être on serait comme les Corées, avec Corée du Sud et Corée du Nord. On se serait peut-être, on aurait été deux États. C'est l'ONU, cette ONU à laquelle certaines personnes veulent aller s'adresser pour qu'elle revienne sur ce qu'elle a construit. C'est l'ONU qui a construit le Cameroun en disant il n'y aura pas deux Cameroun. Et les Camerounais francophones étaient là, les Camerounais anglophones étaient là, et on a demandé aux Camerounais anglophones où ils veulent aller. On ne leur a pas laissé le choix. On leur a dit vous allez au Nigeria ou bien vous rejoignez vos frères francophones pour faire un pays. Ceux qui ont voulu partir au Nigeria, on les connaît, ils existent, ils sont partis au Nigeria, ils n'ont pas créé un autre pays. Ceux qui ont voulu rejoindre les francophones ont rejoint le francophone et on a créé un État fédéral. Et c'est ceux qui ont créé cet État fédéral-là qui ont fait évoluer cet État vers un État unitaire que nous avons aujourd'hui, qui a un seul problème, qui est que, à mon sens, les francophones l'ont déjà dirigé 50 ans. Je l'ai déjà dit ici et je suis de ceux qui pensent qu'il est temps qu'on donne aussi aux anglophones. Tant qu'on ne donnera pas aux anglophones la possibilité de diriger aussi tout le Cameroun, eh bien, vous allez alimenter des groupuscules marginaux qui pensent qu'ils ne peuvent pas s'épanouir dans ce Cameroun parce que sur le plan démocratique, si vous laissez la démocratie du nombre fonctionner, eh bien les francophones n'éliront jamais un anglophone. Ce qui est faux. Il s'agit de faire évoluer les mentalités politiques de telle sorte que la partie francophone ait envie qu'un anglophone gouverne.
Et nous avons été à côté de la solution en 92. C'est les francophones qui ont élu John Fundi. C'est pas les quelques anglophones qui ont donné à John Fundi les 38 ou les 36 ou 37 ou 38% ou 39 selon les positions que les uns et les autres ont. Nous croyons que Fundi avait eu 89% et qu'il avait même gagné. Mais c'est les francophones qui l'avaient élu majoritairement. Les francophones ont conscience qu'il existe une bonne catégorie de francophones qui pensent qu'un anglophone aussi doit gouverner. Donc, l'idée que j'ai entendue tout à l'heure, que M. Biya a déclaré la guerre aux anglophones, n'a pas de sens, puisque vous voyez très bien qu'il y a des anglophones qui sont premiers ministres. Il y a des anglophones qui sont au gouvernement et qui ne sont pas opposés à l'idée et qu'il y ait un déploiement de l'armée dans cette localité, dans cette région-là, pour sécuriser le territoire dans son intégrité. Il y a des anglophones qui sont d'accord que le Cameroun reste comme il est, mais qu'il y ait une bonne circulation du pouvoir. Nous étions deux en 1960, et comme nous étions deux et qu'un a déjà gouverné, il y a une injustice à faire comme si l'autre ne doit jamais gouverner. Il faudra que l'autre aussi gouverne un jour. Et ce jour est déjà proche, à mon sens, c'est le moment même. Maintenant, si les anglophones eux-mêmes sont aussi éparpillés dans diverses options politiques, ils s'éloignent de la perspective de gouverner démocratiquement le Cameroun. Vous avez des anglophones dans le RDPC qui ne veulent pas de la sécession. Ils sont premiers ministres, ils sont des grands ministres, et je suis de ceux qui demandent qu'on continue d'ailleurs à leur donner des postes de souveraineté, qui ne soient pas simplement premiers ministres comme ils l'ont toujours été. Parce que je rappelle que depuis que le président Biya est arrivé en 82, à part Bello Boubakina, qui était premier ministre quelque temps, moins d'un an je crois, et Sadou Ayatou, M. Biya a utilisé sur les 37 ans de pouvoir qu'il a, sur près de 30 ans durant, des premiers ministres anglophones. Ce n'est pas suffisant. Il faut aller vers des ministres de finances anglophones, des ministres de la défense anglophones. Aujourd'hui, quand nous avons fait cette demande, nous avons obtenu des avancées. Des premiers, on a obtenu M. Atangadji dans un ministère de souveraineté, le ministère de l'administration territoriale. Dans tous les pays du monde, c'est un ministère de souveraineté. Et c'est un anglophone, M. Atangadji, qui mène la lutte pour la reconstruction, qui est aux commandes de la reconstruction d'une part, mais qui est aussi aux commandes de la sécurité intérieure de ce Cameroun. Donc il n'est pas dans le camp de ceux qui veulent couper le Cameroun. Je pense que M. Atangadji, comme Mme Nalova, qui est à la tête d'un ministère essentiel pour la construction de la nation camerounaise, qui est le ministère de l'éducation nationale, qu'on appelle aujourd'hui l'éducation secondaire. Si ça ne dépendait que de moi, on n'aurait jamais séparé ces ministères. Bon, enfin, on a organisé les choses comme ça, mais c'est un ministère de souveraineté qui est occupé également par un anglophone. Moralité, eh bien, la situation de l'injustice que la communauté anglophone a connue dans la répartition du pouvoir suprême est en voie d'être résolue, mais je n'ai pas le sentiment que la dispersion des forces politiques anglophones sera en leur faveur. Aujourd'hui, nous voyons très bien que le SDF, qui était le principal outil politique que les anglophones avaient entre les mains, qui était capable de produire une candidature de poids à l'élection présidentielle et donc permettre aux anglophones aussi d'accéder au pouvoir. Le SDF s'est décomposé par lui-même en raison de sa mauvaise gouvernance interne. Alors, il est temps que d'autres personnes rejoignent le champ démocratique pour constituer à l'intérieur des formations politiques existantes des pôles anglophones assez importants qui sont capables de nous donner en 2025 une candidature anglophone de poids. Mais cher René, là, M. Fontia l'a dit, oui. Il a déclaré qu'il a transformé son mouvement de lutte, SIDF, il a transformé cela en un mouvement politique panafricaniste de surcroît qu'il a appelé Cameroun National
quelque chose comme une faune comme ça là. Donc, c'est déjà ça. C'est une avancée. C'est une avancée. C'est une avancée importante parce que moi, je suis de ceux qui pensent que les formations politiques anglophones comme le SDF ont péché en ceci qu'elles n'ont pas voulu assumer la revendication anglophone. Elles l'ont fait comme s'il n'y avait pas une revendication anglophone, tout en étant en réalité le produit de la revendication anglophone. Le SDF n'a pas dit « je veux arriver au pouvoir parce qu'il faut qu'un anglophone aussi arrive au pouvoir ». Il a dit « je suis un parti politique, je veux simplement… » Et ça, ce n'était pas la bonne démarche. Parce que la bonne démarche, c'est de faire comprendre à toute la nation camerounaise, à l'intérieur comme à l'extérieur, que le Cameroun ne sera tranquille que le jour où un anglophone aussi arrivera au pouvoir, je suis même pour qu'il reste aussi au pouvoir pendant 10 ans, 2 mandats ou 3 mandats ou même 4 mandats, parce que ça correspond à ce que j'appelle dans ma conception des choses l'égalisation des responsabilités historiques. Parce que les anglophones, il y a une catégorie d'anglophones qui considèrent que le Cameroun ne marche pas bien parce que c'est les francophones qui le dirigent. Comme si les anglophones le dirigeaient, il allait marcher très bien. Peut-être bien. Alors, donc donnons-leur aussi. Quand ils vont diriger 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, ils verront que le Cameroun n'est pas devenu un paradis, il n'est pas mieux gouverné, ils sauront que ce n'est pas l'héritage colonial qui donne les bonnes capacités à gouverner. La Côte d'Ivoire est francophone, elle est gouvernée comme on le voit, le Ghana est anglophone, il est gouverné comme on le voit, et ces deux pays, aucun n'est un grand pays dans ce monde. Merci ce beaucoup. sont des petits pays africains, le Kenya, la Tanzanie, la Zambie, ce sont des pays anglophones. Merci, donc monsieur. pensez que l'héritage colonial confère une spécificité à mieux gouverner le Cameroun est une vue de l'esprit que certains d'entre eux utilisent pour organiser le séparatisme. C'est pour ça que je dis à ceux-ci qui acceptent maintenant de venir sur la lumière, qui sortent de l'obscurité, d'aller plus loin. Antonio Guterres a donné une voix. Et avant Antonio Guterres, il y avait déjà le grand dialogue qui a demandé la mise en œuvre du DDR. En attendant, justement, monsieur, qu'il vienne donc dans le cadre du DDR. En attendant, justement, la trêve que certains ont déjà acceptée, c'est pour quelques jours seulement. Pour l'instant, on parle de 14 jours, donc 2 semaines. Donc je termine. Oui, je termine en disant que je ne veux pas avoir à juger de la sincérité de cette trêve. Je dis trêve, vous avez décidé trêve, très bien, bravo. Allons plus loin. Allons maintenant dans le DDR, rentrer dans le champ politique, créer des partis politiques, assumer la revendication anglophone. Vous verrez que vous aurez des francophones qui vous soutiendront, parce que des francophones comme moi, nous pensons que 2 présidents francophones depuis l'indépendance, ça suffit. Je suis de ceux qui veulent que le 3e président après le président soit un anglophone. Mais qui alors? À l'intérieur du RDPC, les anglophones du RDPC ne veulent pas faire entendre, assumer la revendication anglophone. Ils doivent à l'intérieur du RDPC demander aux RDPCistes que à quand le tour des anglophones. Je suis de ceux qui souhaitent de tout mon cœur qu'à l'occasion de la candidature de 2025, que les anglophones du RDPC demandent à être le candidat investi par le RDPC, parce que le RDPC ne va pas investir 2 candidats, qu'ils investissent un candidat anglophone. Il y a de grandes figures. Moussongue est là, Yan est là, celui qui est là actuellement, comment il s'appelle, John Gouté, il est là, et bien d'autres qui sont dans le RDPC, à l'international comme à l'intérieur. Il y a des hommes de valeur qui peuvent diriger le Cameroun. Si quelqu'un est Premier ministre, il peut être président. Donc, M. John Gouté peut être président. Ma famille l'a été, il peut être président. Etc. Donc, je chute en disant aux uns et aux autres que vous avez fait un pas, faites le 2e pas. Ce n'est pas, la condition ne sert à rien. Parce que pour mettre des conditions, il faut être en position de force. Vous n'êtes pas en position de force. Donc, ne faites pas de conditions. Faites ce qui est sage. Et c'est cette sagesse-là qui vous vaudra l'adhésion politique,
dont vous avez besoin aussi bien à l'intérieur du Cameroun qu'à l'extérieur. Maintenant, les mouvements irréductibles, quelques irréductibles qui vont rester, ils seront comme au Sahara occidental. Vous savez très bien que le Polisario a implosé par lui-même parce que, bon, lorsque le Maroc a décidé de développer la région du Sahara occidental en refusant le référendum des Nations Unies, et bien aujourd'hui, la question du séparatisme du Sahara occidental a disparu dans l'histoire par elle-même. Et il en est de même de la Casamance. Les irrédentistes ont disparu de la nature. Le Sénégal a réorganisé la gouvernance sénégalaise pour prendre mieux en compte la revendication, le mécontentement des Casamancais. C'est la même chose au Cabinda, c'est la même chose au Congo démocratique, où vous avez encore des soubresauts avec des gens qui se lèvent pour considérer qu'ils peuvent rentrer à 10 000 km en arrière, etc. Bon, la nature des pays, parfois, elle est comme ça. Chacun se lève, il crée un mouvement pour se faire entendre. Mais je pense que ce que je viens de voir là devant nous sont les pionniers d'une évolution qui doit être soutenue par le gouvernement camerounais. Nous leur tendons davantage la main en disant: vous êtes en train de prendre la bonne voie. Continuez dans cette voie qui est la voie du désarmement, de la démobilisation de toutes les forces paramilitaires que vous pouvez avoir constituées, et réinsertion. Réinsertion là, il faut voir ça aussi comme réinsertion politique. Et pas seulement son ce n'est pas seulement une réinsertion. Merci beaucoup, monsieur Limbi Lombe. On va ouvrir le standard avec. Merci, monsieur Limbi Lombe. On va ouvrir le standard. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a également salué jeudi le cessez-le-feu temporaire annoncé le 25 mars par les forces de défense du sud du Cameroun impliquées dans la crise dans les régions anglophones du pays. Le secrétaire général appelle les autres groupes armés à faire de même. Il encourage également les partis à parvenir à une solution politique durable et à mettre fin à ce conflit qui dure depuis quelques années. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.